Propaganda est le titre d'un ouvrage rédigé par un certain Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, à travers lequel il proposait tout simplement des techniques de manipulation des masses, et ce, en plein règne supposé de la démocratie. Il a tout juste pris le soin de remplacer le terme jugé péjoratif de propagande par celui plus acceptable de relations publiques. L'objectif de Bernays est la production inconsciente d'un consentement des masses manipulé par une élite éclairée. Il écrit dans son livre: La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. C'est ainsi qu'il a pu réussir, avec une facilité déconcertante, à faire accepter à une certaine époque que les femmes puissent fumer en s'aidant pour se faire de quelques starlettes de cinéma, leaders d'opinion. Il est clair, à travers cet exemple simple, que n'importe quel avis ou goût peut être imposé à tel ou tel autre groupe de population, à condition que les moyens mis en œuvre répondent aux critères définis par Bernays. L'omniprésence des médias actuels, qu'ils soient papier, radio, internet ou télévisuel, ainsi que leur concentration entre peu de mains, incite naturellement à craindre les dérives et les dérapages. Cette propagande n'est autre chose qu'un apprentissage émotionnel de l'information, et elle relève d'un sentimentalisme dépourvu totalement de la raison la plus basique. On ne réfléchit plus, on a peur. On ne pense plus puisqu'on panique. Plus qu'à une déshumanisation des peuples, c'est à leur animalisation qu'on assiste, dans une indifférence troublante. Sachant que l'enseignement médical est prodigué avec un dogmatisme quasi religieux, on imagine aisément les dérapages pouvant résulter de la conjugaison d'un usage pour le moins parcimonieux de la raison et de cet esprit mandarin, voire seigneurial, particulièrement autoritariste. En réalité, l'université accueille un public estudiantin jeune, très perméable aux techniques de manipulation de Bernays. Malgré les centaines de preuves à notre disposition, les médecins en général considèrent comme inconcevable la remise en cause du dogme pasteurien de la vaccination. Autant convaincre un trader de la nécessité de plafonner ses appointements. Certaines personnes parviennent à trouver des explications à de telles attitudes, parlant d'ordre et de chaos. Nous estimons pour notre part que dans une société qui se réclame de la démocratie et en référence au sens étymologique de ce mot, la manipulation des masses est inacceptable, tant il est vrai qu'elle s'oppose radicalement à ses principes les plus élémentaires. Le peuple étant souverainement le plus apte à faire le choix qu'il estime être le plus en accord avec ses intérêts. Le traitement médiatique de relations publiques de la grippe A H1N1 porcino-mexicaine en est un exemple flagrant. Nous assistons ici à un déferlement d'informations, de centaines d'émissions, de rapports et de réunions ministérielles, tous plus alarmants les uns que les autres. On en arrive à réaliser des émissions critiques pour en débattre et souligner l'exagération d'avoir beaucoup épilogué sur la grippe A. On tourne en rond. En dehors de l'aspect agressif du bombardement médiatique pro-vaccinaliste, nous observons à contrario une complète rétention de l'information contradictoire, c'est-à-dire celle qui va à l'encontre de l'alarmisme vaccinaliste lobbyiste ambiant. Rien ne filtre. On ne parlera pas, par exemple, ou très peu, de la comparaison qu'il convient de faire entre la grippe dite saisonnière et la grippe A H1N1, concernant notamment leurs taux respectifs de mortalité. Ni même faire le lien avec d'autres maladies et autres catastrophes très meurtrières comme le paludisme, la tuberculose, la faim, l'autisme, le manque d'hygiène. Ces quelques fléaux causent, en effet, des millions de morts et de handicaps par an à travers le monde. À titre d'exemple, il est intéressant de savoir que la grippe saisonnière tue annuellement plus de 500 000 personnes dans le monde, sans pour autant qu'une alerte mondiale soit déclenchée par l'OMS et sans que celle-ci ne prépare secrètement d'obscurs plans d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui pour la grippe A. On ne vous dira pas non plus que si, entre-temps, le virus venait à muter, il serait complètement obsolète, avec à la clé 1 milliard d'euros partis en fumée. Voici un extrait de l'émission de CBS 60 Minutes, diffusée en 1979 aux USA, concernant la pandémie de grippe A survenue en 1976, à vrai dire, la non-pandémie, aussi bien dans sa diffusion que dans sa dangerosité. Le Center for Disease Control, CDC, a poussé à la vaccination de 45 millions de personnes pour des raisons qui ne sont absolument pas scientifiques et qui sont loin d'obéir à un quelconque souci de santé publique.
The flu season is upon us. Which type will we worry about this year? And what kind of shots will we be told to take? Remember the swine flu scare of 1976? That was the year the U.S. government told us all that swine flu could turn out to be a killer that could spread across the nation. And Washington decided that every man, woman, and child in the nation should get a shot to prevent a nationwide outbreak, a pandemic. Well, 46 million of us obediently took the shot. And now 4,000 Americans are claiming damages from Uncle Sam amounting to $3.5 billion because of what happened when they took that shot. By far the greatest number of the claims, 2/3 of them, are for neurological damage or even death, allegedly triggered by the flu shot. We pick up the story back in 1976 when the threat posed by the swine flu virus seemed very real indeed. This virus was the cause of a pandemic in 1918 and 1919 that resulted in over 500,000 deaths in the United States, as well as 20 million deaths around the world. See how easy it is to... Thus, the U.S. government's publicity machine was cranked into action to urge all America to protect itself against the swine flu menace. Influenza is serious business. During major flu epidemics, millions of people are sick and thousands die. Well, this year you can get protection. The vaccines are safe, easy to take, and they can protect you against flu. So roll up your sleeve. Protect yourself. One of those who did roll up her sleeve was Judy Roberts. She was perfectly healthy, an active woman, when in November of 1976, she took her shot. 2 weeks later, she says, she began to feel a numbness starting up her legs. I joked about it at that time. I said I'll be numb to the knees by Friday if this keeps up. By the following week, I was totally paralyzed. So completely paralyzed, in fact, that they had to operate on her to enable her to breathe. And for 6 months, Judy Roberts was a quadriplegic. The diagnosis? A neurological disorder called Guillain-Barré syndrome, GBS for short. These neurological diseases are little understood. They affect people in different ways. As you can see in these home movies taken by a friend, Judy Roberts' paralysis confined her mostly to a wheelchair for over a year. But this disease can even kill. Indeed, there are 300 claims now pending from the families of GBS victims who died, allegedly as a result of the swine flu shot. In other GBS victims, the crippling effects diminish and all but disappear. But for Judy Roberts, progress back to good health has been painful and partial. Now, I noticed that your smile, Judy, is a little bit constricted. Yes, it is. Is it different from what it used to be? Very different. I have a greatly decreased mobility in my lips. And I can't drink through a straw on the right-hand side. I can't blow out birthday candles. I don't whistle anymore, for which my husband is grateful. It may be a little difficult for you to answer this question, but have you recovered as much as you are going to recover? Yes, this is it. So you will now have a legacy of braces on your legs for the rest of your life? Yes, the weakness in my hands will stay, and the leg braces will stay. So Judy Roberts and her husband have filed a claim against the U.S. government. They're asking $12 million, though they don't expect to get nearly that much. Judy, why did you take the flu shot? I'd never taken any other flu shots, but I felt like this was going to be a major epidemic. And the only way to prevent a major epidemic of a really deadly variety of flu was for everybody to be immunized. Where did this so-called deadly variety of flu, where did it first hit back in 1976? It began right here at Fort Dix in New Jersey in January of that year when a number of recruits began to complain of respiratory ailments, something like the common cold. An Army doctor here sent samples of their throat cultures to the New Jersey Public Health Lab to find out just what kind of bug was going around here. One of those samples was from a Private David Lewis who had left his sickbed to go on a forced march. Private Lewis had collapsed on that march, and his sergeant had revived him by mouth-to-mouth resuscitation. But the sergeant showed no signs of illness. A few days later, Private Lewis died. If this disease is so potentially fatal that it's going to kill a young, healthy man, a middle-aged school teacher doesn't have a prayer. The New Jersey lab identified most of those soldiers' throat cultures as the normal kind of flu virus going around that year, but they could not make out what kind of virus was in the culture from the dead soldier and from 4 others who were sick.
So they sent those cultures to the Federal Center for Disease Control in Atlanta, Georgia for further study. A few days later, they got the verdict: swine flu. But that much publicized outbreak of swine flu at Fort Dix involved only Private Lewis, who died, and those 4 other soldiers who recovered completely without the swine flu shot. If I had known at that time that the boy had been in a sick bed, got up, went out on a forced march, and then collapsed and died, I would never have taken the shot. The rationale for our recommendation was not on the basis of the death of a single individual, but it was on the basis that when we do see a change in the characteristics of the influenza virus, it is a massive public health problem in this country. Dr. David Sencer, then head of the CDC, the Center for Disease Control in Atlanta, is now in private industry. He devised the swine flu program, and he pushed it. You began to give flu shots to the American people in October of '76. October 1st. By that time, how many cases of swine flu around the world had been reported? There had been several reported, but none confirmed. There had been cases in Australia that were reported by the press, by the news media. There were cases in... None confirmed. Did you ever uncover any other outbreaks of swine flu anywhere in the world? No. Now, nearly everyone was to receive the shot in a public health facility where a doctor might not be present. Therefore, it was up to the CDC to come up with some kind of official consent form, giving the public all the information it needed about the swine flu shot. This form stated that the swine flu vaccine had been tested. What it didn't say was that after those tests were completed, the scientists developed another vaccine, and that was the one given to most of the 46 million who took the shot. That vaccine was called X53A. Was X53A ever field tested? I can't say. I would have to... It wasn't. I don't know. Well, I would think that you're in charge of the program. I would have to check the records. I haven't looked at this in some time. The information form, the consent form, was also supposed to warn people about any risks of serious complications following the shot. But did it? No, I had never heard of any reactions other than a sore arm, fever, this sort of thing. Judy Roberts' husband, Gene, also took the shot. Yes, I looked at that document. I signed it. Nothing on there said I was going to have a heart attack or I'd get Guillain-Barré, which I never heard of. What if people from the government, from the Center for Disease Control, what if they had indeed known about it? What would be your feeling? They should have told us. Did anyone ever come to you and say, you know something, fellas? There's the possibility of neurological damage if you get into a mass immunization program? No. No one ever did? No. Do you know Michael Hatwick? Yes. Mm-hmm. Dr. Michael Hatwick directed the surveillance team for the swine flu program at the CDC. His job was to find out what possible complications could arise from taking the shot and to report his findings to those in charge. Did you know ahead of time, Dr. Hatwick, that there had been case reports of neurological disorders, neurological illness, apparently associated with the injection of influenza vaccine? Absolutely. You did? Yes. How'd you know that? By review of the literature. So you told your superiors, the men in charge of the swine flu immunization program, about the possibility of neurological disorders? Absolutely. What would you say if I told you that your superiors say that you never told them about the possibility of neurological complications? That's nonsense. I can't believe that they would say that they did not know that there were neurological illnesses associated with influenza vaccination. That simply is not true. We did know that. I've said that Dr. Hatwick had never told me of his feelings on this subject. Then he's lying. I guess you would have to make that assumption. Then why does this report from your own agency, dated July 1976, list neurological complications as a possibility? I think the consensus of the scientific community was that the evidence relating neurologic disorders to influenza immunization was such that they did not feel that this association was a real one.
You didn't feel it was necessary to tell the people that information? I think that over the years we have tried to inform the American people as fully as possible. As part of informing Americans about the swine flu threat, Dr. Senser's CDC also helped create the advertising to get the public to take the shot. Let me read to you from one of your own agency's memos planning the campaign to urge Americans to take the shot. The swine flu vaccine has been taken by many important persons, he wrote. Example, President Ford, Henry Kissinger, Elton John, Muhammad Ali, Mary Tyler Moore, Rudolph Nureyev, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy, etc., etc. True? I'm not familiar with that particular piece of paper, but I do know that at least of that group, President Ford did take the vaccination. Did you talk to these people beforehand to find out if they planned to take the shot? I did not know. Did anybody? I do not know. Did you get permission to use their names in your campaign? I do not know. Mary, did you take a swine flu shot? No, I did not. Did you give them permission to use your name saying that you had or were going to? Absolutely not. Never did. Did you ask your own doctor about taking the swine flu shot? Yes, and at the time he thought it might be a good idea. But I resisted it because I was leery of having the symptoms that sometimes go with that kind of inoculation. So you didn't? No, I didn't. Have you spoken to your doctor since? Yes. And? He's delighted that I didn't take that shot. You're in charge. Somebody's in charge. This is your advertising strategy that I have a copy of here. Who's it signed by? This one is unsigned. But you'll acknowledge that it was your baby, so to speak. It could have been from Department of Health, Education, and Welfare. It could be from CDC. I don't know. I'll be happy to take responsibility for it. It's been 3 years now since you fell ill with GBS, right? Right. Has the federal government, in your estimation, played fair with you about your claim? No, I don't think so. It seems to be dragging on and on and on, and really no end in sight that I can see at this point. With respect to the cases of Guillain-Barré, allegedly... Former Secretary of HEW Joseph Califano, too, was disturbed that there was no end in sight. So a year and a half ago, he promised that Uncle Sam would cut the bureaucratic red tape for victims suffering from GBS and would pay up quickly. We shouldn't hold them to an impossible or too difficult standard of proving that they were hurt. Even if we pay a few people a few $1,000s that might not have deserved it, I think justice requires that we promptly pay those people who do deserve it. Who's making the decision to be so hard-nosed about settling? Well, I assume the Justice Department is. Griffin Bell before he left? Well, the Justice Department agreed to the statement I made. It was cleared word for word with the lawyers in the Justice Department by my HEW lawyers. And that statement said, in effect? That statement said that we should pay Guillain-Barré claims without regard to whether the federal government was negligent if they resulted from the swine flu shot. I think the government knows it's wrong. If it drags out long enough, that people will just give up. Let it go. I am a little more adamant in my thoughts than my wife is, because I told Judy to take the shot. She wasn't going to take it, and she never had shots, and I'm mad with my government because they knew the facts, but they didn't release those facts because if they had released them, the people wouldn't have taken. And they can come out tomorrow and tell me there's going to be an epidemic, and they can drop off like flies next to me. I will not take another shot that my government tells me to take. Meantime, Judy Roberts and some 4,000 others like her are still waiting for their day in court. I don't need another flu shot. I had a flu shot last year. A swine flu epidemic may be coming. Swine flu shot? Well, I don't know. I've been thinking about it. It could make you very sick. Swine flu? Man, I'm too fast today to catch me. You'll want to be protected. I'm the healthiest 55-year-old you ever seen. Hey, I play golf every weekend. Get a shot of protection. The swine flu shot. Joe brought it home from the office. He gave it to Betty and one of his kids.
and to Betty's mother. But Betty's mother went back to California the next day. On her way to the airport, she gave it to a cab driver, a ticket agent, and one of the charming stewardesses. At school, Joe's kid gave it to some other kids, and Mrs. Merrill got it and gave it to her husband. In California, Betty's mother gave it to her best friend, Dottie. But Dottie had a heart condition and she died. But before she died, Dottie gave it to her girlfriend, the mailman, the paper boy, and the vet when she went to pick up her chihuahua. If a swine flu epidemic comes, this is how it could spread. You'll want to be protected, especially if you're elderly or chronically ill. Get a shot of protection. Un simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air. Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, www.pandémie-grippal.gouv.fr ou 0825 302 302, 15 centimes d'euros la minute depuis un poste fixe. La vision de cet extrait nous démontre que les techniques de propagande n'ont absolument pas changé. Le résultat de cette campagne de vaccination est tout de même de plusieurs milliers de morts et handicapés très graves, syndrome de Guillain-Barré, sclérose en plaques, mort subite, etc. Contre un seul mort pour le virus de la grippe A. Sans oublier le coût excessif de telles campagnes qui se chiffrent en milliards de dollars. Avant d'approfondir cette pandémie de grippe A, nous nous devons de parler avant toute chose de vaccination au sens général. Il est important de signaler que le concept de vaccination lui-même est loin de faire l'unanimité chez les médecins. D'innombrables ouvrages et études prouvent de façon précise l'inefficacité de la vaccination, voire sa dangerosité. La grandeur de Louis Pasteur est loin de faire l'unanimité. Il semble même que ce savant ait manipulé ses chiffres et études depuis le début et qu'il ait volontairement organisé la mise sous le boisseau des découvertes fabuleuses du professeur Antoine Béchamp. L'inefficacité des vaccins est prouvée simplement par des études nombreuses réalisées sur des populations vaccinées. Ces dernières ont été les plus touchées par les maladies lors des épidémies, les personnes non vaccinées s'étant paradoxalement avérées les mieux protégées. Ces études sont encore plus précises lorsqu'elles concernent de vastes campagnes de vaccination militaire menées à grande échelle. Campagnes pendant lesquelles certaines rumeurs disaient que le vaccin était plus meurtrier que les balles de l'ennemi. Le professeur R. Delong, virologue et immunologiste, nous explique. L'introduction volontaire et non nécessaire de virus infectieux dans un corps humain est un acte dément qui ne peut être dicté que par une grande ignorance de la virologie et des processus d'infection. Le mal qui est fait est incalculable. Des preuves multiples ont clairement mis en évidence un processus d'activation des virus atténués, injectés, et que la protection des enfants par ces vaccins n'était pas définitive puisqu'elle nécessitait plusieurs rappels, tandis que la maladie elle-même, souvent bénigne, offrait une protection plus longue, voire définitive. Prenons l'exemple du tétanos. Cette maladie n'est pas immunisante. À quoi donc peut servir son vaccin ? Comme le déclare le professeur J. Tissot dans son ouvrage « La catastrophe des vaccinations obligatoires », puisqu'un malade guéri du tétanos n'est jamais immunisé contre une seconde atteinte, comment un vaccin pourrait mieux le protéger contre la maladie ? Certains auteurs insistent sur la nécessité de disposer d'adrénaline au moment de l'injection de l'anatoxine tétanique, ce qui prouve sa dangerosité. Les laboratoires déclarent à chaque nouveau vaccin qu'il est sécurisé et très efficace, ce qui ne les empêche pas de sortir quelque temps plus tard un vaccin encore meilleur qui lave plus blanc que blanc. On assiste donc ici, clairement, à du marketing faisant fi de toute rigueur scientifique, analytique et méthodologique. Autre preuve plus parlante. Comment expliquer que certains pays retirent certains vaccins de la circulation après avoir déclaré des centaines de complications ? Et pourtant la France continue à commercialiser ces mêmes vaccins produits par les mêmes firmes. Prenons l'exemple du BCG et de la tuberculose. Toute l'Europe a abandonné son utilisation depuis 20 ans, sauf la France et le Portugal,
qui ont pratiquement les mêmes chiffres que les autres pays. Aucun raisonnement scientifique ne peut expliquer un tel comportement. Le professeur Michel Rey va encore plus loin. Il déclara en 1996 : le BCG ne fera pas disparaître la maladie. À la limite, le BCG gêne la lutte contre la tuberculose. Les docteurs Coudreau et le professeur Pariant ont déclaré en 1974 : la vaccination par le BCG sans indication particulière n'a que des inconvénients et présente des dangers. Pour nous, la vaccination par le BCG n'est scientifiquement plus fondée et médicalement, elle n'est plus défendable. Concernant la rougeole, un rapport émanant de SmithKline-Beecham, qui est lui-même fabricant de vaccins, explique que les cas de rougeole sont en constante augmentation. Ils sont 18 fois plus nombreux en 1990 qu'en 1983. Pourtant, la couverture vaccinale atteint parfois 98,7% de la population. Pourquoi les médecins ne connaissent pas ces chiffres simples ? Encore une fois, le vaccin de la rougeole a été abandonné en Suède en 1970 et en Allemagne en 1975. Le ministre allemand de la Santé de l'époque a déclaré : son efficacité médicale n'est pas prouvée, tandis que sa toxicité est démontrée. Encore une fois, quel argument scientifique pourrait expliquer l'interdiction de ce vaccin et son autorisation dans 2 pays limitrophes comme la France et l'Allemagne ? On peut présenter exactement les mêmes conclusions, par exemple, pour le vaccin de la rubéole. Le prix Nobel de médecine, John Franklin Enders, déclarait très tôt : le vaccin pourrait être plus dangereux que la maladie. Pourtant, un simple alitement et du repos sont amplement suffisants, car il n'y a pas plus bénin comme maladie infantile. Concernant la grippe, le projet Cochrane, qui fait une méta-analyse de 51 études différentes portant sur plus de 260 000 enfants, conclut qu'il n'y a aucune différence entre le vaccin et le placebo pour les enfants entre 6 et 23 mois. Concernant les arrêts de travail, qui représentent pour l'État une raison supplémentaire de vaccination globale, le projet Cochrane démontre que le gain dû au vaccin est de 0,16 jours. Gain très léger, voire insignifiant, comparé aux risques encourus, comme les 21 SDF allemands décédés après vaccination par Novartis en août 2008, et dont personne ne parle. Ou le cas des 4 personnes vaccinées contre la grippe et décédées en Israël en octobre 2006. Non seulement ces maladies infantiles guérissent par un simple alitement et repos sous surveillance, mais aussi une grande majorité des hommes y est naturellement immunisée. La technique est bien rodée. On aggrave donc les maladies et on crée la panique, on nie les effets secondaires graves des vaccins et on finit par vacciner 80 à 90% des gens déjà immunisés, leur faisant courir des risques déraisonnables. La communication récente sur une maladie avec ce type d'alarmisme est toujours suivie par une nouvelle commercialisation de Big Pharma. La technique Bernays est toujours d'actualité. Le docteur Marc Girard, spécialiste en épidémiologie, a écrit un papier fort intéressant décrivant les techniques de création d'alertes intitulé « L'art de créer des alertes en santé publique, l'exemple de la grippe porcine ». Il dénombre les étapes nécessaires à la création de la psychose générale. Utiliser l'urgence comme prétexte, une rhétorique stéréotypée de dramatisation de l'anecdotique, d'amplification du risque et de sa perception sélective. La rhétorique du pire sera portée par des médias incompétents, essayant de faire naître un sentiment d'impuissance dans la population, les poussant à retrousser les manches pour accepter, très reconnaissant de surcroît, l'injection salvatrice. Les vaccins, selon de très nombreuses études, sont à l'origine de l'augmentation, voire l'explosion de certaines maladies comme le diabète juvénile, l'asthme, la sclérose en plaques infantile, les encéphalopathies ou l'autisme, etc. Cette dernière a vu ses statistiques exploser, décuplées en moins de 10 ans. C'est une catastrophe mondiale. De très nombreuses associations de parents d'enfants autistes ont vu le jour depuis. On était à 2 naissances sur 10 000 aux USA il y a seulement quelques années. On en est aujourd'hui à 1 naissance sur 150 pour les garçons. Une vraie épidémie. Les travaux du londonien, le docteur Andrew Wakefield, ont prouvé le rapport direct entre l'autisme et la vaccination du ROR. Remercié par sa retentissante expulsion du prestigieux Royal College de pathologie, il travaille aujourd'hui aux USA. Le principal coupable est le mercure que l'on retrouve dans les vaccins sous la dénomination de thymérosal ou thiomersal.
on a essayé maladroitement de lier autisme et génétique, voire à la psychologie, afin de culpabiliser les parents, mais en vain. En juin 2000, une réunion secrète des grands responsables américains ainsi que de nombreux laboratoires pharmaceutiques à Simpson Wood, sous le patronage du CDC, a essayé de cacher ses conclusions sans appel. Le CDC refuse de communiquer les documents de cette réunion, trouvant prétexte d'avoir perdu, ou détruit, les archives concernées. Pourtant, 6 millions d'enfants américains sont diagnostiqués avec de sérieux désordres mentaux, dont 1,5 million d'autistes déclarés. Une véritable hécatombe qui n'intéresse pas grand monde. Concernant la coqueluche, la revue Le Généraliste du 26 février 1977 déclarait « On peut estimer que la vaccination contre la coqueluche est aussi dangereuse que celle de la variole. » Ces accidents neurologiques sont encore plus graves, on y dénombre aussi convulsions, atteintes cardiaques, troubles gastro-intestinaux, pleurs anormaux, spasmes, infections mortelles, des syndromes de Reye, etc. Le plus troublant encore est le syndrome de mort subite du nourrisson. Un lien très clair a été établi entre ce syndrome et l'injection récente de ce vaccin. Les travaux de Vera Scheibner dans ce domaine sont aussi concluants. Autre manipulation dont les conséquences ne cessent d'augmenter est la vaccination contre l'hépatite B. Il faut savoir que 90% des sujets atteints guérissent spontanément, sans aucune complication, et sont ainsi immunisés naturellement par un organisme sain. Un cas sur 50 millions présente des complications graves, selon le docteur Donatini, contre des dizaines de milliers de cas de sclérose en plaques, myofasciite à macrophages, syndrome de Guillain-Barré et autant de vies détruites, une 60aine de pathologies au total. Il faut savoir que le nombre de scléroses en plaques était de 20 000 en France en 1994 et qu'ils sont plus de 80 000 aujourd'hui. Les nombreux rappels, tous les 5 ans, prouvent le peu d'efficacité de ce vaccin et augmentent les risques de complications graves. Une des infections les plus médiatisées et qui ferait faire injecter presque n'importe quoi aux enfants est la méningite. Pourtant, celle-ci ne tue par an que 1,3 pour 1 million, tandis que la mort subite du nourrisson en emporte 8 fois plus. Quelles sont les priorités des pouvoirs publics et des instances sanitaires ? Réalise-t-on des rapports bénéfices-risques avant de commercialiser ces produits toxiques à grande échelle, souvent mondiale ? Là encore, la Suède et l'Allemagne ont stoppé ce massacre. Mais pas la France. Drôle de science, la médecine moderne. Comme pour le nuage de Tchernobyl, le scandale de l'amiante ou celui du sang contaminé, les autorités font la sourde oreille et nient toutes ces réalités. Ce qui est plus consternant, c'est le degré de sécurité qui est plus élevé dans l'industrie de l'automobile que dans celui de la santé en général et de la vaccination en particulier. On se souvient tous des centaines de milliers de voitures, toutes rappelées aux concessionnaires pour un petit risque de sécurité. Vous comprenez bien qu'une des grandes erreurs de ces campagnes de vaccination réside dans le fait que pour la médecine moderne, toute l'humanité a le même organisme, faisant fi de la variabilité biologique et des cas spécifiques qui ne sont que théoriques. Tous les enfants sont loin d'avoir le même système immunitaire qui de surcroît est immature jusqu'à l'âge de 6 ans environ. Prenons aussi l'exemple de la varicelle. La vaccination est formellement contre-indiquée chez la femme enceinte à cause de risques potentiels de malformations congénitales. Croyez-vous que les médecins se soucieraient d'un tel détail avant l'injection fatale ? Le système immunitaire d'un nouveau-né est immature et met quelques années à se construire. Comment a-t-on pu autoriser l'injection de soupes complexes de virus atténués, mercure, aluminium, formol, cellules cancéreuses, OGM, etc. Une autre erreur scientifique lourde consiste à faire croire qu'une activité physiologique dépend de seulement une seule molécule, faisant fi encore une fois de la complexité de l'organisme humain et des millions de réactions chimiques qui se font par seconde dans une seule et même cellule. C'est un manque d'humilité patent. Le chiffre d'affaires de Big Pharma concernant la vaccination se calcule en milliards de dollars. 20 milliards d'ici 2012 selon certains. Des brigades de dizaines de milliers de visiteurs médicaux harcèlent les médecins en garantissant la totale innocuité de produits dont ils ne connaissent rien, de toute manière. Ils sont rémunérés au chiffre d'affaires. GlaxoSmithKline seul emploie une armée de 17 000 visiteurs médicaux aux USA et en Europe,
déboursant entre 8 000 et 13 000 euros par médecin. Ces derniers, naïfs, formés sous le principe de l'autorité dogmatique, leur font confiance. Ils assistent aux colloques financés par Big Pharma, laquelle finance les études présentées dans des revues, lesquelles sont à leur tour financées par cette même industrie. Ainsi, la boucle est bouclée. Comment en est-on arrivé à injecter 52 doses de 14 vaccins différents avant l'âge de 6 ans ? Pendant l'exacte période où le système immunitaire doit mûrir et se développer, on le perturbe par des dizaines d'injections toxiques. Selon le docteur Richard Moskowitz. Cela frise la criminalité. Il est important maintenant de faire ici un récapitulatif des ingrédients présents dans ces vaccins. Mercure. Sous la dénomination de thymérosal. Il est utilisé comme conservateur depuis les années 20 par le laboratoire Lilly. Il n'a plus jamais été contrôlé depuis. Il représente, avec le mercure alimentaire, un risque important d'empoisonnement par bioaccumulation. L'excellent film « Silence, on vaccine » de Lina Bemoreco démontre bien le lien entre l'explosion des cas d'autisme et les innombrables vaccins injectés aux enfants. Hydroxyde d'aluminium. Adjuvant qui sert à booster la réponse immunitaire et la faire durer. Ce produit extrêmement toxique est la cause de la myofascite à macrophages, comme l'ont prouvé les professeurs Gérardi et Chérin. La MFM est une maladie douloureuse et handicapante grave. Le GERMAD, ou groupe de recherche sur les maladies musculaires acquises et dysimmunitaires, présidé par le professeur Chérin, a alerté l'Institut de veille sanitaire, INVS, en 1997 sur l'apparition de cette nouvelle entité nosologique prouvée par l'observation au microscope de granules d'aluminium dans les macrophages des malades. Un enfant d'1 an, correctement vacciné selon le carnet de santé, peut recevoir jusqu'à 8000 microgrammes d'aluminium. Le rapport de l'INVS, en collaboration avec le GERMAD, datant de 2001, dénombre 33 vaccins contenant de l'hydroxyde d'aluminium. Virus actifs ou affaiblis, dont l'activité peut reprendre. Des virus animaux comme le virus simien SV40 par exemple, qui est associé au méduloblastome, qui est une tumeur cérébrale. Ou tout simplement le virus responsable de la vache folle, puisque certains vaccins sont fabriqués à partir de sérum de veau. Formol ou formaldéhyde. Cancérigène, il sert à atténuer l'activité des virus. Des cellules cancéreuses. Le vaccin Genevac B est fabriqué à partir de cellules cancéreuses mammaires de souris qui seront injectées dans le corps des patients. Des OGM. Le vaccin anti-hépatite B est un produit génétiquement modifié. Technologie largement rejetée par la population, faut-il le rappeler. Le film et le livre de Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto, en ont expliqué les dangers. On y trouve aussi d'autres produits, comme des brins d'ADN, des enzymes recombinantes, comme la TDT, ou terminal désoxynucléotidyle transférase, des ribonucléases qui ont la capacité d'agir sur les ARN. Cette liste n'est pas exhaustive. Si on continue sur ce chemin dangereux, on finira par se résoudre à ne compter que les naissances saines, tellement elles seront rares. Sans oublier, dans nos sociétés mercantilistes, que ces campagnes de vaccination nous coûtent très cher, les conséquences et complications lourdes encore plus chères, puisqu'il est estimé qu'un autiste, par exemple, revient à 3 millions d'euros durant toute sa vie. Ce ne sera qu'une autre source de gain à vie pour l'industrie pharmaceutique. Cerise sur le gâteau, à défaut de produire une immunité efficace contre ces maladies, l'industrie pharmaceutique s'est assurée, par ses complicités politiques, une immunité juridique par des textes de loi, la dédouanant dorénavant de toute responsabilité lors de la survenue de complications ou d'effets secondaires, et ce, à l'encontre de tout entendement. Il faut savoir qu'autant la vaccination est simple et très rapide, autant l'indemnisation des victimes est lente. Pourtant, leur nombre est très élevé. Il faut des décennies pour voir aboutir un procès, couronné de surcroît par un refus d'indemnisation, tandis que les vaccinés tombent malades par milliers, car les indemnisations dépassent de loin les capacités de remboursement de l'État. Afin de comprendre la réalité scientifique du dogme de la vaccination moderne, il est indispensable de comprendre le fonctionnement actuel du milieu de la santé, incluant aussi bien le médical que le pharmaceutique. Il faut s'inscrire dans le paradigme moderne médico-pharmaceutique afin de saisir et de comprendre les rouages qui dirigent ces mécanismes. Le but de la médecine actuelle et de son complice pharmacochimique
est la médicalisation de la totalité de la vie, avant même la naissance, puisqu'au-delà des fœtus qui sont eux-mêmes médicalisés, ce sont les gonades qui font actuellement l'objet d'une attention particulière. Le nombre de visites médicales chez le gynécologue puis le pédiatre sont innombrables. L'enfance, après la 50aine d'injections de vaccins, est maintenant sous Ritaline, ou qui dit cocaïne, pour manque de concentration. Puis sous Roaccutane contre l'acné, sans oublier les litres de crème solaire qui passent dans le sang et y amènent les additifs et autres excipients. Les filles seront très vite sous pilule, qui a déjà acquis la lourde réputation d'être cancérigène. Les affections longue durée, ou ALD, sont nombreuses et permettent une rente viagère pour Big Pharma, puis vient la vieillesse, avec son cortège de maladies inventées de toutes pièces, comme la ménopause par exemple. L'industrie pharmaceutique a essayé longtemps et continue aujourd'hui encore de créer une nouvelle maladie masculine, l'andropause. La calvitie en est une autre que l'on soigne au minoxidil. Le surpoids aussi doit l'être. Tout est prétexte à prescrire un cocktail chimique aussi inefficace que dangereux. Le docteur américain Jordan Smoller a critiqué en 1985 cette lubie qui consiste à médicaliser l'enfance à tout prix, expliquant avec humour que l'enfance est un syndrome ne retenant que depuis peu l'attention des cliniciens, dont les symptômes les plus importants sont l'immaturité et le nanisme. Ces créatures bruyantes et courtes sur pattes sont certes familières, mais leur traitement restait inconnu jusqu'à notre siècle, et l'apparition de nouveaux métiers tels que la pédopsychologie et la pédopsychiatrie. Il ajoute que le traitement des tout-petits est ardu, car ils sont connus pour se comporter de manière infantile et font preuve d'un manque consternant de discernement. Des techniques très subtiles ont été utilisées pour tripler le nombre de malades en manipulant les constantes biologiques. Le simple fait de passer les tensions seuil de 16,10 à 14,9 en Allemagne a triplé le nombre d'hypertendus. Baisser le seuil de sucre pour le diabète aura le même effet vendeur. Manipulation des chiffres très usités aussi ces derniers temps par la finance en manipulant ses bilans comptables afin de minimiser ses pertes. Une autre stratégie non moins intéressante représente donc les maladies inventées de toutes pièces. Leur nombre est impressionnant. La crise de foie, la spasmophilie, le syndrome de phobie sociale, le syndrome de Sissi, du tigre en cage, l'andropause, la grossesse, la vieillesse, l'ostéoporose, la calvitie, la solitude, la tristesse, le chagrin, l'ennui, etc. Le nombre de maladies mentales répertoriées aux USA est passé de 26 à 395 en 60 ans, une aubaine pour les psychiatres en mal de patients. Des processus physiologiques complètement normaux sont médicalisés et traités chimiquement au grand plaisir de l'industrie. Les ablations de l'utérus sans aucune raison médicale se font par centaines de milliers. Les accouchements par césarienne sont exclusifs dans certaines cliniques, malgré une position idéale du bébé et un bassin non étroit. Ces techniques sont très efficaces pour augmenter le chiffre d'affaires. Pourtant, la césarienne multiplie le risque de mort par 2 pour la mère et 2% des bébés naissent balafrés par le bistouri. Certains médecins estiment les menstruations inutiles et veulent donc les arrêter par l'ingestion d'hormones dont on connaît déjà les effets. Le scandale du pré-marin, fabriqué à partir de l'urine de jument et utilisé comme hormone féminine pour les ménopausées, augmente les cas de cancer de l'utérus et du sein. C'est une industrie de jouvence qui se met en place et propose aux gens de refuser les désagréments du temps qui passe. Crèmes anti-rides toujours plus sophistiquées qui ne font qu'hydrater la peau, pilules amaigrissantes, bronzantes, DHEA, Botox, Viagra, chirurgie inesthétique agressive et destructrice, boissons énergisantes aux couleurs plus que suspectes, etc. Cette nouvelle industrie de jouvence doit créer, pour perdurer, des maladies de la honte pour booster ses ventes. Des scandales meurtriers dus à des médicaments ont été maintes fois couverts par les lobbyistes. La liste est innombrable. Le Distilbène, le Pré-marin, le Tamoxifène, le Roaccutane, la Ritaline, le Vioxx, le Prozac ou pilule du bonheur, qui était censé faire se sentir les gens mieux que bien, a causé plusieurs suicides que le laboratoire Lilly a cachés depuis le début des études, etc. Le Vioxx, cet anti-inflammatoire, a causé, selon la revue The Lancet, dans une étude parue en 2004, entre 88 000 et 140 000 atteintes coronariennes. Il existe plus de 50 000 produits pharmaceutiques finis dans les pharmacies allemandes, alors que l'OMS propose seulement une liste de 325 médicaments indispensables.
Il devient alors nécessaire de créer pour chaque molécule chimique une maladie correspondante pour rendre son existence souhaitable et son remboursement indispensable. Une étude américaine explique que la 4e cause de mortalité dans les pays industrialisés est une surmédication alarmante. Certains patients en sont à prendre jusqu'à 60 molécules chimiques actives différentes. L'autre conséquence de ces excès se retrouve dans la pollution des eaux de mer et de boissons par ces médicaments qui ne sont pas traités dans les stations d'épuration. On y trouve du paracétamol, des antibiotiques, des hormones féminines et autres molécules qui vont être responsables d'une autre médication. La folie humaine étant sans limite, l'industrie pharmacochimique est en train d'élaborer un vaccin à plusieurs dizaines de souches différentes qui portera selon le CDC le nom de Saint Graal. Un genre de méga-vaccin qui serait administré aux bébés dont on connaît depuis toujours l'immaturité immunitaire. Les nouvelles maladies émergentes modernes sont selon certains une conséquence directe de l'intoxication aux métaux lourds comme le mercure contenu dans le conservateur des vaccins. Le livre de Françoise Cambérac est assez détaillé à ce sujet et préfacé par le docteur André Gernez. Ce qui nous amène à parler d'une autre difficulté rencontrée à cause du lobbyisme de Big Pharma. Celle de la mise sous le boisseau de toute découverte intéressante mais non brevetable. Des dizaines d'exemples existent. Le docteur Gernez et sa prévention active du cancer, les recherches du docteur Antoine Béchamp, le docteur Rick Gerd Hammer et sa nouvelle médecine germanique, Loïc Le Ribot et le G5, les travaux du professeur Linus Pauling et de la vitamine C, le sérum de René Quinton, etc. Toutes ces découvertes ont été délibérément étouffées et passées sous silence. Elles représentent l'inconvénient majeur d'être non brevetables et très peu coûteuses. Pour revenir à la vaccination, en Californie, le 29 janvier 2001, Jock Doubleday a offert une prime de $20 000 ainsi qu'un coupé Mercedes à tout médecin diplômé ou à tout représentant d'une firme pharmaceutique qui boira publiquement le mélange d'adjuvants qui se trouve dans les vaccins standards recommandés pour les enfants de 6 ans. Naturellement, les candidats se font rares. Qu'en est-il de notre ministre de la Santé et de ses compétences dans la gestion de cette crise ? Malgré des tentatives avortées de cacher son CV, Roselyne Bachelot-Narquin, actuelle ministre, a été pendant plus de 12 ans visiteur médical chargé des relations publiques chez Big Pharma. Une autre collusion flagrante entre politique et pharmaceutique a été la nomination de Louis-Charles Viossa en 2002 comme directeur de cabinet du ministre de la Santé de l'époque Jean-François Mattei, alors qu'il était juste avant directeur Corporate Affairs du géant laboratoire Lilly, puis est devenu à partir de 2004 directeur de l'ACOS ou Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Aux USA, ce jeu de chaises musicales et de vases communicants est une pratique commune. On passe très souvent du poste de CEO ou PDG d'une grande firme pharmacochimique à la direction de la Food and Drug Administration ou FDA. L'exemple type est celui de Margaret Miller qui fut chercheur chez le géant Monsanto, puis salariée à la FDA et dont la mission fut d'accepter sa propre étude réalisée chez Monsanto. L'ombre de Bernays survole toujours notre quotidien. Un autre exemple de concussion et de prévarication grave fut le versement de 600 millions de lire au ministre italien de la Santé, Francesco De Lorenzo, pour rendre obligatoire la vaccination contre l'hépatite B dans son pays. Ce scandale mena en prison le ministre de la Santé, celui du Budget et le docteur Giulio Poggiolini, président de la direction du médicament. Le docteur Marc Vercouter, par son association Crivi, a envoyé plusieurs courriers à Roselyne Bachelot datant du 14 juillet, 31 août et 3 septembre, restés sans réponse, dans lesquels il pose des questions pertinentes comme « Baxter a terminé la fabrication de ses premiers lots avant même de recevoir l'autorisation de mise sur le marché » ou AMM. Une autre contradiction anti-scientifique se présente en Grande-Bretagne avec les essais cliniques des vaccins sur des enfants de plus de 3 ans seulement. Pourtant, les injections se feront prioritairement chez les nouveau-nés et les femmes enceintes. Comment se fait-il que l'OMS n'a eu besoin que de 2 jours pour affirmer que le Tamiflu de Donald Rumsfeld était efficace contre le H1N1 ? Période somme toute assez courte, voire bâclée, alors que son utilisation a été abandonnée au Japon après avoir causé des mutations du virus. Pourquoi imposer cette vaccination dans l'hémisphère nord tandis que l'hémisphère sud sort d'un hiver sans pandémie ? Personne ne parlera non plus des élevages industriels et inhumains qui sont un risque important pour les mutations de virus. Pourtant, le premier malade mexicain vivait proche d'un élevage de porcs qui débite près d'1 million de bêtes par an dans les conditions les plus déplorables. Pourtant,
Il semble que le traitement de cette grippe se résume à la prise de vitamine C, D, une cure de chlorure de magnésium, voire d'argent colloïdal. Des traitements non brevetables et très peu coûteux. L'homéopathie a donné aussi de très bons résultats de guérison, avoisinant les 98%. Un sondage effectué par le syndicat d'infirmières SNPI montre que seulement 26% d'entre elles acceptent la vaccination pour des raisons de crainte pour les effets secondaires et expriment leurs inquiétudes quant au caractère obligatoire de l'injection. Les autorités ont même imposé aux étudiants de vacciner la population au risque de ne pas être reçus aux examens. Méthode peu démocratique. Malgré la multitude de preuves sur l'inefficacité des vaccinations, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot déclara le dimanche 4 octobre que la vaccination était la meilleure des protections. Une fuite des laboratoires Novartis sur Internet concernant les effets secondaires du vaccin H1N1 a permis la diffusion d'une liste impressionnante dont voici un aperçu. Effets secondaires d'une injection locale, incluant douleur limitant le mouvement du membre, rougeur, gonflement, sensation de chaleur, ecchymose, induration. Bouffée de chaleur, rougeur, frisson, malaise, tremblement, fatigue, asthénie, œdème facial, désordre du système immunitaire. Réactions hypersensibles, dont œdème de la gorge et ou de la bouche. Dans de rares cas, des réactions hypersensibles ont conduit à un choc anaphylactique et à la mort. Désordres cardiovasculaires, vascularite, syncope juste après la vaccination. Désordres digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales. Désordres sanguins et lymphatiques, lymphadénopathie locale, thrombocytopénie transitoire. Désordres métaboliques et nutritionnels, perte d'appétit, arthralgie, myalgie, myasthénie, désordre du système nerveux, mal de tête, vertige, névralgie, paresthésie, convulsions fébriles, syndrome de Guillain-Barré. Myélite, dont encéphalomyélite et myélite transverse, neuropathie, paralysie, désordre respiratoire, dyspnée, douleur dans la poitrine, toux, pharyngite, rhinite, syndrome de Steven-Johnson, prurite, urticaire, démangeaisons, etc. Cette liste ne sera jamais diffusée sur les grands médias officiels. Il serait judicieux de se demander pourquoi, car l'article L 1111-4 du Code de la santé publique explique qu'aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Après ces quelques informations non exhaustives mais importantes, vous êtes en mesure de prendre une décision personnelle en toute connaissance de cause et en toute conscience. Il faut que chaque personne désirant se faire vacciner soit informée sur les risques encourus. Est-il plus judicieux d'avoir un peu de fièvre et des courbatures pendant 3 jours ou se risquer à une vaccination avec les effets secondaires précités sans même la garantie d'être épargné par la grippe? Aujourd'hui, et c'est de plus en plus évident aux yeux de tous, la campagne de vaccination prend une tournure calamiteuse. De plus, très peu de Français se sont précipités au centre de vaccination malgré la propagande grossière des médias. Le pic épidémique est passé, les milliards d'euros dépensés et les morts heureusement 10 fois moins nombreux que la grippe classique. Il ne reste plus à Roselyne Bachelot que le fameux principe de précaution qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent car il est en général contre leurs intérêts. Il se trouve que, ce coup-ci, ce principe de précaution a rapporté 2 milliards d'euros à Big Pharma entre les vaccins, le Tamiflu ou les millions de masques achetés, etc. Parlons de précaution. Pourquoi notre ministre de la Santé, accessoirement salariée de Big Pharma, ne l'utilise-t-elle pas pour les OGM? Pourquoi ne l'utilise-t-elle pas pour l'introduction dans les biens de consommation des produits radioactifs? Qu'en est-il des nanotechnologies dont bien des scientifiques crient au danger? Il est clair maintenant que ce principe de précaution est à géométrie variable, ou plus exactement, à budget variable. Le vaccin Optaflux de Novartis est fabriqué dans des bioréacteurs à partir de cellules cancéreuses afin d'en accélérer la fabrication. Qui, aujourd'hui, peut garantir la totale absence de matériel génétique cancérigène dans ce vaccin? Ce dernier a, comme d'habitude, été interdit en Allemagne, mais pas en France. Encore une occasion ratée de pratiquer le principe de précaution. Il est utile aussi de rappeler que les conclusions judiciaires de l'affaire du sang contaminé ont innocenté tout le monde. Responsable, mais pas coupable, et le tour est joué. Il est très difficile de se lever contre l'autorité de l'université et des conseils ordinaux divers. Leurs sanctions sont impitoyables et tout praticien doit s'attendre à perdre son autorisation d'exercice au moindre écart. Mais un jour viendra où sera érigé un monument ou une stèle sur lesquels seront gravés les noms de ceux, innombrables, qui auront été exclus du système de soins de la médecine moderne. C'est pourquoi,
il n'est de plus urgente décision à prendre que celle de s'exclure volontairement de l'entreprise criminelle que représente cette campagne de vaccination. Il est plus que jamais d'actualité et urgent pour le corps médical de commencer à se poser des questions sur certaines dérives graves dont la soumission aveugle à de vulgaires marchands n'est pas la moindre. Comment peut-on imaginer que les médecins ne soient pas capables d'organiser un colloque sans le faire financer par de grandes firmes pharmaceutiques ? Aux USA, certains médecins se font payer leur plein d'essence pour quelques minutes accordées au visiteur médical. C'est l'humiliante technique marketing du gas and go. Pourquoi Jacques Crozmarie, fossoyeur de l'Arc, a-t-il reçu des pétitions de soutien de centaines de chercheurs et médecins malgré sa culpabilité criante ? S'il est un seul secteur humain qui ne doive être dominé par l'argent, c'est bien celui de la santé. Il serait judicieux aussi de commencer à se poser les bonnes questions et s'informer correctement. Peut-on faire fi des collusions d'intérêts entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmacochimique ? Qu'en est-il du cas du docteur Albert Osterhaus ou de M. Klaus Storr, qui lui était chef du département épidémiologique de l'OMS avant de devenir un haut cadre chez Novartis ? Des parlementaires russes demandent une commission d'enquête sur la corruption au sein de l'OMS. Le président du Comité européen sur la santé, le docteur Wolfgang Wodarg, a décidé d'ouvrir une enquête sur le rôle des laboratoires dans la création de la campagne de panique autour de la grippe A. Il a déclaré que la campagne de vaccination actuelle est l'un des plus gros scandales médicaux du siècle. Le gouvernement polonais et sa ministre de la Santé, Eva Kopas, refusent de tomber dans le piège de la panique. Pourquoi nos médias n'en parlent-ils pas ? Si le système de santé est autant corrompu et vérolé par les budgets pharaoniques de Big Pharma, qu'en est-il de l'agroalimentaire avec ses OGM et ses pesticides, du danger des réseaux GSM, etc. Qui doit-on croire ? Le Tamiflu est loin d'être aussi efficace que certains veulent le faire croire. Pourquoi ce silence ? Comment a-t-on pu accorder une AMM au vaccin dont on ne connaissait même pas le nombre d'injections nécessaires ? Pourquoi ne jamais parler du risque majeur de commutation des virus par ces vaccinations de masse ? Pourquoi la Suisse, pour un achat 7 fois moins important quantitativement, a eu un coût de revient unitaire de 4,20 € contre 10,60 € pour la France ? Pourquoi les cas de cancer augmentent-ils de façon exponentielle ? Pourquoi aucun résultat concret n'est au rendez-vous malgré la mobilisation générale depuis des décennies et les milliards injectés dans la recherche ? D'où viennent ces nouveaux virus de plus en plus virulents ? Qu'en est-il des morts subites quelques heures après les injections vaccinales fatales, en Allemagne, Algérie, Canada, etc. Pourquoi le nombre de cas d'autisme a-t-il été décuplé en 10 ans ? Une véritable épidémie. Quelle est la cause de la multiplication par 4 des cas de sclérose en plaques en France entre 1994 et 2006, passant de 20 000 cas à 80 000 ? Qu'en est-il de l'explosion alarmante des maladies neurodégénératives ? Comment trouve-t-il 2 milliards d'euros pour un seul vaccin alors que l'on dérembourse les médicaments, on augmente le forfait hospitalier et que 8% de la population ne peut plus se payer une mutuelle dont les tarifs vont augmenter de 5% en 2010 ? Pourquoi continue-t-on à commercialiser l'aspartame et à l'adjoindre à nombre de médicaments alors que l'on sait qu'il est responsable d'au moins 200 effets secondaires ? Pourquoi les médecins, dans leur majorité, sont ignorants des études contradictoires ? Comment des centaines d'articles leur échappent ? Est-il judicieux de laisser notre alimentation et notre santé dans les mains de sociétés privées au-dessus des lois ? Roselyne Bachelot a été assignée en référé par 2 associations au TGI de Paris le lundi 4 janvier dernier. C'est un bon début pour faire la lumière sur cette affaire. Mais les questions que l'on doit se poser et auxquelles il faudra répondre sont nombreuses et primordiales. Par exemple, le temps médiatique phénoménal octroyé à cette non-pandémie est un temps enlevé aux autres sujets graves qui nous guettent. C'est une technique assez efficace pour cacher les dégâts catastrophiques de la débandade financière. Les sujets anodins se multiplient, les faits divers qui font la une des journaux sont nombreux. L'information se dilue et se dirige vers une mise en scène assez grossière qui n'échappe plus à grand nombre. Sans une révolution comportementale et intellectuelle claire, il semble que l'humanité continuera d'arpenter ce chemin tortueux et dangereux de la privatisation du vivant contre les règles les plus élémentaires de la raison.